La pierre, en France, c'est très séduisant. Et c'est tellement séduisant que les banques nous prêtent de l'argent. Et si les 5 millions, tu les places à 10% dans un ETF qui prend les indices boursiers communs et que tu attends 20 ans, bah à la fin, tu as plus de 25 millions et tu t'es pas fait chier. J'ai plus envie d'avoir des sujets où j'ai une prise de tête, une prise de risque, une charge mentale, un stress pour aller gagner un peu plus, voire perdre. Eh bien, moi, j'ai imposé, pour prêter l'argent, de mettre ce château en fiducie sûreté. L'investisseur immobilier est un vrai chef d'orchestre. Plus tôt tu comprendras ça, mieux ce sera. Ceux qui accélèrent sont d'ailleurs souvent ceux qui savent se détacher du quotidien, des chantiers pour adopter une posture de chef de projet, décider vite, arbitrer, coordonner les bons partenaires au bon moment. C'est exactement ce qu'illustre le parcours de notre invité du jour, Hervé Bloch. Après un exit à succès dans le digital, il a redéployé tout son capital humain, financier et son temps aussi dans des opérations immobilières à forte valeur ajoutée. Dans cet épisode, on parle de la période post-exit et de la pression pour redéployer intelligemment les fonds, des risques majeurs auxquels font face les opérateurs immobiliers, les marchands de biens et comment les anticiper, de sa façon d'aligner aussi les intérêts de ses associés et partenaires, de la création de son réseau d'affaires haut de gamme, l'Immobilier Managers Club, une vision très entrepreneuriale du métier, rare et précieuse à entendre. J'espère qu'elle t'aidera à toi à structurer ta propre activité, ta propre approche. Et avant de démarrer, n'hésite pas, si c'est pas déjà fait, à envoyer un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça nous aide à nous faire connaître sur les réseaux. Et tu peux aussi t'inscrire sur la newsletter investisseur avec un s40.com/nl si tu ne veux rien rater de tous les enseignements, toutes les leçons qu'on apprend sur le podcast et dans mon parcours également. Allez, sur ce, on attaque notre conversation avec Hervé. C'est parti. Salut Hervé, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco. Merci d'être venu pour nous apporter un peu de ton expérience, un peu de ta vision aussi des choses sur l'entrepreneuriat. Je pensais que vous pouvez parler un peu de ça aussi. Et puis l'immobilier, tu nous diras un peu tes nouvelles aventures. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi ? Alors, Hervé Bloch, j'ai 49 ans, j'ai 2 filles. Je travaillais dans le digital pendant 25 ans. Et puis, sur ces dernières années, j'ai fait de plus en plus d'immobilier. Et aujourd'hui, c'est mon activité à plein temps. Alors, l'immobilier, c'est très vaste. J'ai commencé par une foncière, au prénom de mes filles d'ailleurs. Et j'ai acheté des actifs, Paris, région parisienne, province. J'ai pas fait que des succès. J'ai pas fait que des échecs non plus. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi important, c'est que finalement, l'immobilier, c'est pas du tout passif, comme on l'entend partout. C'est pas si simple. Et il y a toutes ces notions de rendement brut, rendement net. Alors, au début, on sait pas trop ce que ça veut dire. On a l'impression que c'est un peu comme son salaire brut, salaire net. Mais en fait, entre le brut et le net, tout peut s'effondrer. Moi, j'ai des exemples aujourd'hui que je cite beaucoup, c'est les villes pas chères. Les villes où on achète à un prix du mètre carré à 1 000 €. Moi, j'habite Paris depuis toujours. Paris, c'est à peu près 10 000 €. Je me dis, comment on peut perdre de l'argent à acheter dans une ville qui est 10 fois moins chère en foncier. Et d'ailleurs, c'est 10 fois moins cher en foncier, alors que c'est 5 fois moins cher en loyer. Donc, je me dis que, bon an, mal an, mathématiquement, ça doit être 2 fois plus rentable. Oui, c'est vrai. En brut, c'est 2 fois plus rentable. Le problème, c'est que il y a une densité locative très faible. Donc, on n'a pas des bons dossiers. Donc, on finit par prendre des dossiers qui sont limites, avec des financements à la CAF. Donc, c'est très compliqué administrativement parlant, avec des rénovations régulières, avec des profils qui respectent pas les lieux. Et du coup, on se retrouve à payer des rénovations qui coûtent plus cher que le foncier. Donc, ça n'a pas de sens. Là, tu parles de Paris intramuros, ça, du coup ? Non, je parle justement des villes pas chères. Ouais. Quand on achète un prix à 1 000 € et qu'on finalement on doit faire 1 000 € de travaux, yes. Quand on veut le revendre, ça vaut 1 000 €. Donc, ça marche pas. Et donc, bien sûr, il y a aussi des villes où il y a eu des paris réussis. J'ai fait, par exemple, des investissements à Cannes, en location courte durée, ça marche très bien. Alors Cannes, il y a le bon Cannes et le mauvais Cannes, comme le bon et le mauvais chasseur. Plus on se rapproche, finalement, c'est la gare qui joue un peu la frontière. Quand on est entre la gare et la mer, c'est très bien.
Quand on est entre la gare et la terre, c'est moins bien. Et donc voilà, donc à force, il faut vraiment maîtriser son sujet, maîtriser ses villes, maîtriser ses interlocuteurs. Et donc, si je devais donner une conclusion, c'est que l'immobilier, c'est pas un truc qu'on fait à côté. Moi, j'ai commencé par faire ça. En fait, en 2019, j'ai cédé 60% du capital de ma société à un fonds d'investissement. Et du coup, j'avais du cash, mais j'étais encore très impliqué dans ma société opérationnelle. Donc, j'ai investi en immobilier. Et j'avais pris une alternante qui était là pour superviser au quotidien. Et je l'ai fait visiter, je lui ai fait confiance. Il y a certains actifs, je les ai achetés, je les ai jamais vus. Et donc voilà, donc on fait des erreurs. Alors bien sûr, toutes ces erreurs accumulées créent une expérience, une expertise. Et maintenant que c'est mon activité à plein temps, eh bien, j'ai des règles, des tests d'investissement qui viennent justement corriger toutes ces difficultés. Ouais, et justement, on va en parler, c'est intéressant. Juste pour donner un peu de contexte, justement, donc 2019, c'est le moment où tu cèdes ta société. Avant, tu n'avais pas fait d'immobilier, tu étais vraiment dans l'entrepreneuriat brut, tu as monté une boîte, tu as fait un exit, tu avais du cash et tu t'es dit, j'investis dans l'immobilier. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi ton parcours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand tu arrives et que tu fais un exit et que du coup, tu as plusieurs millions qui sur le compte, tu as des interlocuteurs en face qui voient que tu as de l'argent, qui te proposent des choses et en fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on te propose à ce moment-là et c'est peut-être dérivé aussi un petit peu de tes erreurs parce que on te propose plein de trucs, sur le papier ça a l'air magnifique et puis en réalité, tu vois. En réalité, c'est pas si beau. Alors en fait, bon, il y a une chose est sûre, c'est que la pierre en France, c'est très séduisant. Et c'est tellement séduisant que les banques nous prêtent de l'argent. Quand on a un investissement à 10%, la banque, elle nous prête pas d'argent. Alors que quand c'est de l'immobilier, elle est prête à prêter. Pourquoi ? Parce qu'elle hypothèque le bien. Donc au pire, si tout va mal, elle prend le bien, elle le revend à la casse et elle récupère son cash. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils demandent un apport. Pourquoi une banque demande un apport ? Donc mettons 20% d'apport et 80% de prêt. Vu qu'elle hypothèque 100% du bien, si elle le revend même avec 20% de remise, elle récupère ses 80%. Et puis l'apport est perdu de l'autre côté. Donc en fait, l'immobilier, c'est ce qui permet de faire levier. Et donc de multiplier son argent, tant que tout va bien. Et donc, finalement, quand on tire à 20 ans des investissements, oui, c'est sûr que l'immobilier, en 20 ans, peu ou prou, il sera remboursé. Mais en 20 ans, on aura galéré. On aura géré des vacances locatives, des expulsions, des rénovations, des toitures, des entretiens réguliers, des charges de copropriété, des taxes foncières. Donc, on aura quand même géré. On aura créé de la charge mentale négative. On aura créé de l'usure. Alors, c'est sûr qu'au bout de 20 ans, mes filles pourront bénéficier d'un patrimoine qui aura déjà été amorti. Mais si on prend finalement, j'en parlais avec un conseil financier, il me dit Hervé, oui, c'est vrai que c'est séduisant comme ça. Tu te dis, bah tiens, t'as 5 millions, on t'en prête 20, donc t'achètes pour 25 millions d'euros d'immobilier, et puis dans 20 ans, c'est amorti. Ok, mais peut-être que t'as pas tout amorti, parce que t'as eu des charges entre-temps. Et puis, ok, mais si les 5 millions, tu les places à 10%, dans un ETF qui prend les indices boursiers communs, et que t'attends 20 ans, bah à la fin, tu as plus de 25 millions et tu t'es pas fait chier. Tu n'as pas géré au quotidien des problématiques physiques. Donc, alors c'est vrai que c'est plus virtuel. C'est vrai qu'on se dit, oui, mais si au bout de 20 ans, il y a une crise. Oui, mais une crise financière, on en a connu, 2001, 2008. Et une crise financière, ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc sur 20 ans, bon, si au bout de 20 ans, on a envie d'exécuter et qu'on tombe en plein milieu d'une crise, bah, on attend sagement 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, le Covid, etc. Donc typiquement, finalement, il y a des alternatives et la réponse, c'est pas de se dire, allez, je mets tout en immobilier ou je mets tout dans d'autres investissements, c'est de répartir. C'est de répartir le risque, c'est de partager la valeur et c'est de se dire, moi, aujourd'hui, j'ai un Excel où je me dis, bah tiens, bah là, c'est un mauvais investissement, ah là, c'est un bon investissement. Voilà, c'est correct. Là, franchement, pas terrible. C'est la fameuse courbe en J. Quand on dit, quand on a placé de l'argent et que on dit, bah, c'est pas terrible, oui, mais c'est une courbe en J. Donc le J, d'abord, ça descend, puis après, ça monte. Oui, alors, la première année, on peut nous dire c'est la courbe en J, mais quand ça fait 4 ans qu'on a fait un investissement, qu'on a, ah, mais t'inquiète pas, c'est la courbe en J. Ah, d'accord, mais là, le J, il descend très, très, très beaucoup avant de remonter, quoi. C'est une courbe en I, quoi. Voilà, c'est une courbe en I, et ça remonte jamais. Donc voilà. Donc, en gros, dans l'investissement, c'est assez facile à faire.
mais c'est pas si facile à exécuter dans le temps. Alors bien sûr, des choses se compensent. Voilà, on n'est pas un super-héros avec l'ensemble des lignes au vert et on n'est pas non plus une catastrophe avec l'ensemble des lignes rouges. Il faut trouver les bons schémas. Quand tu étais sorti et que tu voulais justement allouer tes ressources, on t'a proposé des choses qui pouvaient être plus intéressantes de par le cash que tu avais disponible. Tu vois, par exemple, le crédit Lombard, je pense que c'est des choses que beaucoup de conseillers proposent aux gens qui ont du cash. C'est de dire, en gros, voilà, tu fais du levier. Comment tu as décidé où allouer ces fonds à ce moment-là? Alors déjà, il y a une chose importante, c'est que quand tu as de l'argent et que l'argent coûte 1%, oui, ça vaut le coup. Crédit Lombard, ça nous coûte 1 et puis on nous prête de l'argent. Maintenant que ça vaut 3, 4, c'est quand même différent. Parce que si ça vaut 4 et qu'on trouve un investissement à 5, bon bah on nous prête de l'argent qui nous coûte 4 et ça nous rapporte 5. Donc au final, ça nous rapporte 1. Mais comme ça nous coûte 5, comme ça nous rapporte 5, on a des intérêts à payer, des revenus à payer, de la fiscalité. Donc en gros, ça nous coûte 4, ça nous rapporte 5, mais les 5 nous coûtent 1,5 d'impôts. Donc voilà, donc en gros, et puis il y a aussi un truc important, c'est que donc moi j'avais fait un apport cession à une holding, donc du coup il fallait que je remploie cet argent, ce qu'on appelle le 150 0 BTR. Donc 60% de ce qu'avait encaissé ma holding, je devais le remployer dans des activités économiques. Donc par exemple l'immobilier ne fait pas partie des activités économiques, sauf si c'est de l'hôtellerie, de la para-hôtellerie, du marchand de biens. Et donc ces remplois, ces fameux remplois, comme c'est surtout un avantage fiscal, parce que ça permet de décaler l'impôt dans le temps, c'est pas les meilleurs investissements. Parce que tu es hâtif, quoi. Tu faut les... Voilà, tu as 2 ans pour les déployer. À un moment donné, bon, pendant 1 an et demi, tu fais pas attention. Puis après, on te dit attention, tu vas te faire rattraper par la patrouille fiscale. Donc, tu investis. Moi, j'ai eu des investissements où j'ai mis 1 million comme ça, parce qu'on m'avait dit 2. Bon, j'en ai un, je suis à moins 30%. J'en ai un, je suis à plus 15%. Voilà, mais voilà, globalement, d'ailleurs, moi, j'avais fait un calcul sur tous mes remplois. Je suis à 3,9% de TRI. Donc, le TRI, c'est le taux de rendement internalisé. Donc, finalement, le revenu annuel que ça génère, c'est pas fou. Tu as inclus dedans l'amortissement que tu fais sur les prêts, notamment de l'immobilier que tu as acheté. Ouais, c'est pas fou. Hein. Donc, et puis des fois, il y a des petites pépites, un placement private equity qui cartonne. Donc voilà. Donc en gros, finalement, faire de l'argent, c'est pas si simple. Et puis, à un moment donné, on s'est pris une claque. On n'a pas envie de présenter à la deuxième joue. Et donc, on va un peu sophistiquer l'approche. La relocation du 150 0 BTR, tu l'as, si tu peux pas le faire dans l'immobilier sauf marchand de biens, tu l'as alloué comment du coup Alors, tu peux le faire soit dans l'activité économique réelle, donc placé dans des boîtes ou dans des fonds. Donc, quand tu places dans une boîte, tu peux le relibérer au bout d'1 an. Mais en vrai, quand tu places dans une société, au bout d'1 an, l'argent n'est pas liquide parce qu'en fait, il continue à travailler en fonds propres. Sur des fonds, c'est 5 ans. Moi, par exemple, vu que c'était en 2019 et qu'on est en 2025, tous les fonds peuvent être libérés, mais ils ne sont pas libérables parce qu'un fonds d'investissement, genre, les liquidités sont entre 7 et 10 ans. Donc, j'ai certaines lignes qui sont positives, mais l'argent est encore bloqué. En fait, il y a aussi un sujet, c'est qu'on nous dit toujours ce fameux concept de liberté financière. Moi, j'étais pas dedans au début et je commence maintenant à retravailler ces sujets-là. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'avoir des sujets où j'ai une prise de tête, une prise de risque, une charge mentale, un stress pour aller gagner un peu plus, voire perdre. Finalement, à un moment donné, c'est mieux de se dire, allez, moi, je mets mon argent à 7-8%. Et je dors tranquille. Je me rappelle, je devais faire un investissement, une dette privée. La dette privée, c'est quoi? C'est quand un investisseur ne peut plus aller voir des banques parce qu'il a épuisé tout son stock de financement bancaire. Donc, il est prêt à payer un peu plus cher de l'argent. Et un jour, on me propose de prêter 10 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup, 10 millions d'euros dans mon patrimoine, rémunéré à 16%. 16%, c'est cher. En plus, il y avait... mais le problème, c'est que les garanties en face, elles étaient un peu légères. Affectation hypothécaire d'une société. Si la société est en liquidation, l'affectation hypothécaire est perdue. Donc, je bossais avec un notaire, un avocat, et à un moment donné, ils m'ont dit, bon Hervé, il faut pas le faire. Parce que 16%, c'est très beau, hein, mais tu vas mal dormir. C'était quoi le sous-jacent? C'était quoi qui créait la valeur? Le sous-jacent, c'était de l'immobilier à la montagne. Et l'immobilier à la montagne, ça a flambé.
Dans les stations, il y a des prix à 15 000 € du mètre carré, etc. Mais bon, on sait très bien aussi que l'approche climatique fait qu'il va plus y avoir beaucoup de neige bientôt. Donc, on est en train de réinventer la montagne. Les stations à moins de 2 mm, il y a déjà plus de neige. À plus de 2000, ça a flambé. Mais bon, la neige va s'amoindrir. Et il faut quand même un minimum de neige réelle pour faire de la neige artificielle. Donc, il y a quand même des questions. À se poser. Et donc, mais c'était du locatif, c'était pas de la là, c'était de l'hôtellerie. En fait, moi, je ouais. ne faisais que prêter mon argent, mais il fallait bien que je voie où était le sous-jacent, et il y avait des risques. Et donc, je l'ai pas fait. Et en fait, plus d'1 an plus tard, eh bien, il y a banqueroute de cette société. Donc heureusement que j'ai pas mis mon argent. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai passé 25 ans dans un univers, j'ai passé 12 ans à entreprendre. Si c'est pour en une ligne perdre une partie significative de son patrimoine, c'est quand même dangereux. Donc parce que juste pour replacer aussi le contexte, quand tu es sorti ton exit, en fait, le capital avec lequel tu pouvais compter, si tu peux le dire, hein, c'était quel niveau? En gros, en 2019, c'était 18 millions et en 2024, c'était à peu près autant. D'accord ? Donc, tu enlèves les impôts, je joue entre à peu près à 25 millions d'euros. Quoi. Donc 10 millions, donc 10, c'est beaucoup. C'est quand même significatif. Et donc voilà, donc en gros, moi je travaille de plus en plus à la liberté financière. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai structuré un fonds d'investissement pour mes activités immobilières qui s'appelle le Fund, qui justement est finalement un peu l'idéal de ce que moi j'aurais voulu trouver. Donc en fait, comment ça marche concrètement ? Quand tu fais du marchand de biens, donc tu es considéré comme un PIM au niveau des banques, donc un professionnel de l'immobilier, et donc les promoteurs, les marchands de biens, etc. sont dans cette catégorie-là. Donc c'est pas du tout les mêmes mécaniques que la résidence principale, la résidence secondaire ou un investissement ponctuel. C'est vraiment des professionnels de l'immobilier. En général, ce sont des financements courts, parce qu'un marchand de biens, il achète, il rénove, il revend. Un promoteur, il achète un terrain, il construit. Donc c'est aller entre 12 et 48 mois. Donc c'est pas du tout les mêmes logiques, c'est pas du tout les mêmes types de prêts. Et en général, la banque, elle dit, voilà, moi, je te prête 80%. Alors, si je te connais pas encore en tant que marchand de biens, si t'as pas un track record, je te prête plutôt 70%. À toi d'aller chercher les 30%. Et puis, si tu m'as montré des TRI intéressants dans tes précédentes opérations, dans tes premières opérations, je veux bien pousser à 80-20. Donc, ça veut dire que 20%, c'est les fonds propres. Et donc, ces fonds propres, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment des fonds propres qu'on a, donc le capital de la société, soit on va chercher du financement alternatif. Donc tout le monde connaît le crowdfunding par exemple, où en particulier il va mettre 1 000 € et puis il prend un pari sur une promotion immobilière. Si jamais le promoteur se casse la gueule, il perd. D'ailleurs, on a eu pas mal de promoteurs qui étaient en difficulté ces dernières années, et donc il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé leur argent. Et donc typiquement, puisque 80% va être financé par la banque avec un taux en général variable, aujourd'hui de l'ordre de 5%, ça vaut le coup d'aller acheter les 20% qui restent plus cher, d'accord, pour finalement moyenner avec un taux correct. Et comme on est sur une période courte, c'est vrai que si vous achetez votre résidence principale et que vous avez un écart de taux d'1% sur 20 ans, c'est significatif. Mais un écart de taux de quelques pourcents sur 1 ou 2 ans, ça va pas changer grand-chose si on a une belle plus-value à l'arrivée. Et donc, j'ai structuré en fait un véhicule en mode dette obligataire. C'est-à-dire que les gens vont pas souscrire de l'argent sur un projet, avec le risque que ça comporte, ils vont en fait prêter de l'argent à une société qui, elle, va l'investir en immobilier. Moi, j'ai donc une holding patrimoniale issue de la revente de ma première société, donc les Big Boss, et cette holding patrimoniale joue un rôle de caution. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fruit de mon travail, de mon entreprise, de ma première aventure entrepreneuriale, je le remets en jeu dans ma deuxième aventure entrepreneuriale, qui est l'immobilier. Et donc, ça veut dire que les gens mettent des tickets minimum 100 000 €, de 100 000 € à 1 million. Je vais les rémunérer à 9%, sans frais de dossier, et pendant 6 ans. Et en plus, je vais les rémunérer tous les mois. Donc, à partir du 4e mois, tous les mois, pendant 6 ans, je vais verser un coupon. Et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que si jamais les activités immobilières plantent, alors ce serait quand même difficile qu'elles plantent toutes, mais il peut y en avoir une qui prend une claque. Les gens prêtent de l'argent sur un véhicule, ils ne prêtent pas sur une opération qui elle-même peut être en difficulté. Donc il y a une logique de mutualisation. Et si jamais toutes ces opérations se cassent la gueule, j'ai la caution de ma holding. D'accord ? Donc un placement à 9%, sans frais de dossier,
avec une caution, un peu comme le père qui va cautionner le studio de son fils qui est devenu un jeune cadre. D'accord ? Donc, il y a une garantie, finalement, au 9%. Et quand on fait de l'investissement, il y a 3 choses à jauger. Le premier, c'est le gain. 9%, c'est significatif. Le deuxième, c'est le risque. Le risque est modéré parce qu'on est sur des activités immobilières résidentielles, classiques, traditionnelles. Ça fait bientôt 6 ans que je fais de l'immobilier, donc mes premières claques, je les ai eues, donc je vais pas les refaire. Et puis en plus, j'ai structuré autour de moi des équipes avec des notaires, des architectes, des urbanistes, des lobbyistes, donc tout ce qui permet de sécuriser des projets. Et donc, le gain est élevé, le risque est modéré, il y a une garantie. Et puis enfin, la rémunération est rapide puisque j'attends 3 mois pour démarrer la rémunération. Pourquoi 3 mois ? Parce que 3 mois, c'est le délai entre une promesse et un titre quand on fait de l'immobilier. Donc quand la promesse est signée, finalement, j'appelle l'argent. Et lorsque le titre est acquis, c'est là où on démarre finalement la valeur et la plus-value. Et donc c'est là que je commence à rémunérer ce placement. Et donc, en fait, je me dis que, d'ailleurs, sur le premier véhicule, symboliquement, j'ai moi-même investi. Je me suis mis... Et je me dis que, finalement, si je mettais tout mon argent à 9% de manière sécure, voilà, je m'en porterais très bien. Donc, dans les faits, allez, j'ai 49 ans, je ne vais pas non plus faire le retraité trop tôt, donc je suis actif dans l'immobilier, donc je vais aller chercher plus de valeur que ça. Mais c'est vrai que ce véhicule, c'est ce que j'aurais bien voulu trouver il y a quelques années sur mes premiers investissements, où c'est ce que recherchent les gens qui veulent de la liberté financière. Ils ont eu de l'argent par héritage ou par un premier exit, bon, ça leur suffit, ils ont envie de le faire travailler intelligemment, et ils n'ont pas envie d'aller prendre du risque sur du risque. Non, je comprends. Il y avait pas mal de trucs là à décortiquer un petit peu intéressant dans ce mécanisme. En fait, pour toi, je comprends, c'est que tu fais une sorte de crédit lombard, si on peut imaginer le truc, à ta sauce, dans le sens où tu utilises le cash qui est disponible pour finalement emprunter auprès et financer ton activité entrepreneuriale. Toi, tu fais des marges, donc tout le monde est gagnant. Après, c'est vrai que c'est un investissement, quand tu dis solide, il y a des garanties, mais rien n'est jamais garanti, hein, on est d'accord ? Bien sûr. Donc, il faut que les gens le sachent aussi. Et après, c'est juste faire partie de l'aventure, avec une rémunération qui rémunère le risque. Du coup, 9%, c'est haut, donc il y a un risque plus élevé que placé sur le livret A, hein, même s'il y en a toujours aussi, même sur le livret A. Mais intéressant sur les mécanismes. La garantie, d'abord, est-ce que elle est affectée, ce cash donc qui est dans ta holding, qui garantit ces projets, est-ce qu'ils sont affectés par ailleurs sur d'autres choses, tu vois ? Est-ce qu'il y a un effet de premier rang, deuxième rang, troisième rang ? Alors en fait, donc ce sont des fonds propres qui constituent le capital et les réserves donc de la holding patrimoniale. Donc cet argent travaille par ailleurs. Peut travailler en immobilier, peut travailler en remploi. Donc, en fait, il existe. Il n'est pas disponible, parce que sinon, quel intérêt j'aurais à acheter de l'argent 9% et de le cautionner sur de l'argent que je bloquerais qui serait disponible ? Ça n'a pas d'intérêt. Donc, mais par contre, c'est une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que, en fait, quand tout va mal, le souscripteur qui voit plus ses mensualités payées, donc en l'occurrence, dans l'approche, c'est au bout de 3 mois, il va frapper à la porte et il va dire, bon, ok, ça marche plus côté immobilier, moi je me sers côté patrimonial. Alors ça ne veut pas dire qu'il va avoir l'argent dans 2 jours aussi, mais ça lui donne une garantie supplémentaire. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que si tu as une aversion risque maximum, tu te mets en fonds en euros à 2%. Si tu as un plaisir au risque, tu aimes bien la moto, tu aimes bien la vitesse, tu aimes bien le kitesurf, enfin bref, tu vas jouer sur, par exemple, du trading de devises ou de la crypto, enfin voilà, des choses qui sont très très spéculatives, où tu peux multiplier par 1000 ton investissement, comme tomber en quelques minutes tous tes profits des 10 dernières années. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de jauger, et il n'y a pas de miracle. Les projets qui consistent à dire le gain est maximum, le risque est nul, la rémunération est forte et rapide. Bon, ok, Madoff, Enco, je ne vais pas en citer d'autres qui sont encore là, des gens qui passent beaucoup à la télé avec des grandes dents blanches. Bon, globalement, il y a beaucoup d'escroqueries. Et en fait, comme on a démocratisé l'entrepreneuriat, on a démocratisé l'accès à l'argent, Dubaï, etc., il y a beaucoup de gens qui y croient et qui vont mettre leurs maigres économies dans un truc qui va tomber.
Et ça, c'est une catastrophe. C'est là que l'éducation, je pense, financière est importante pour savoir où on met son risque, avoir en fait l'appétit minimum du risque, parce que c'est ça aussi. Il faut se dire, on prend du risque tous les jours. Donc il faut accepter et le contrôler. C'est ça vraiment qui est important. Juste encore sur la caution, quand tu as des projets et que tu empruntes auprès des banques pour ces projets, elle demande en garantie juste le foncier du projet, elle demande pas une caution de cette holding par ailleurs. Ça dépend des projets. Quand le projet est vraiment estimé comme très rentable, très serein, l'hypothèque suffit. Quand il y a une logique avec du value add, des travaux, etc., il peut y avoir l'holding. Mais de toute façon, en priorité, en fait, une banque, c'est quoi ? C'est un acteur qui veut te prêter de l'argent et qui veut se couvrir rapidement. C'est pour ça que l'hypothèque, ça c'est rapide finalement. C'est mieux, ouais. Je te prends, comme c'est 80%, je te prends, je le mets en vente, à moins 20%, il va partir vite et je récupère mon argent. Donc ils vont pas aller chercher dans la holding. Si la holding n'a pas d'argent disponible, ils vont hypothéquer le bien. Donc, moi, par exemple, j'ai fait une autre dette privée qui, celle-là, était plus sécure. L'avocat et le notaire qui avaient bossé sur le premier m'ont dit, bon, celui-là, tu peux y aller. Donc, c'est quelqu'un qui voulait que je prête 4 millions, d'accord, rémunéré 14%. Et en face, parce que rémunérer 14%, c'est très sexy, hein, mais de l'autre côté, là, quand on parlait de l'investissement à 10 millions avec de l'affectation hypothécaire, c'est un bout de papier qui peut s'envoler tout de suite. Ce qu'il y a de plus sécure, c'est ce qu'on appelle la fiducie sûreté. C'est-à-dire que, globalement, j'ai prêté 4 millions à quelqu'un qui, il se trouve, est propriétaire d'un château à Cannes, avec une vue mer magnifique, qui a été estimé à 7 millions. D'accord ? Eh bien, moi, j'ai imposé, pour prêter l'argent, de mettre ce château en fiducie sûreté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le château qui est détenu par celui qui veut que je lui prête de l'argent est transféré à la fiducie sûreté, qui en détient la propriété le temps du prêt. D'accord ? C'est un prêt sur 3 ans. Donc 14% d'intérêt sur 3 ans, ça fait 2 millions. D'accord ? Ça veut dire que si moi, dans 3 ans et 1 jour, on ne me donne pas mes 6 millions, je suis directement propriétaire du château qui vaut 7. Et je le vends. Et si je le vends 7, moi, je prends mes 6 et le propriétaire récupère 1. Mais moi, j'ai absolument pas l'obligation de le vendre 7. Je peux le vendre 6. Comme ça, je le vends avec un effet d'aubaine pour l'acquéreur. Je le vends vite et je récupère mon argent. Donc là, je peux dormir tranquille. Parce que finalement, si j'ai mon argent, j'ai mon argent. Si j'ai pas mon argent, j'ai un château qui vaut 1 million de plus que mon argent. Alors, c'est plus pénible, il faut le vendre, etc. Mais je peux dormir plus tranquille. Aux États-Unis, d'ailleurs, les fiducies de sûreté, c'est encore plus dur. Parce qu'en France, si capital plus intérêt, ça fait 6 millions, et que je revends 7 millions, je ne récupère que les 6. Aux États-Unis, c'est un peu comme les prêteurs sur gage. Je mets ma montre et on me prête 500 €, je vais la récupérer. On rend les 500 € avec un petit intérêt. Non, aux États-Unis, mettons si le château vaut 10 millions, moi je récupère le château. Ça veut dire que tu peux gagner, tu peux faire des gains. Celui qui a prêté, il espère que l'argent ne sera pas rendu pour récupérer l'actif. Sur la garantie sûreté, intéressant parce que j'ai eu une conversation mardi avec Hugo de la Première Brique, qui est une plateforme de crowdfunding et qui voit en fait des prêteurs justement, des emprunteurs porteurs de projets qui vont chercher des fois ils vont chercher de la dette, des fois de l'equity en fait qui couvre avec de l'aide. Et lui, il était un petit peu plus mitigé sur la garantie, sur la fiducie qui est toujours vue comme la mère des sûretés, mais qui il disait sur un exemple récent, finalement la boîte a liquidé et en fait il n'y a pas eu d'exécution. Donc voilà, c'est peut-être juste un exemple isolé, mais juste faire attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait une boîte. Ouais. C'est-à-dire que moi, en gros, celui à qui j'ai prêté les 4 millions, c'est à titre personnel qu'il détient ce château. Et ce château fait partie maintenant de la fiducie. Donc, il n'y a pas de société qui pourrait être liquidée, qui pourrait... voilà, donc en gros, le château... le lien, il est direct, quoi. Voilà, le lien est direct. Ok. Comment tu arrives à rémunérer, tu disais, dès les 3 premiers mois, et après, mois par mois, sachant que sur une opération typiquement de marchand de biens, en fait, c'est plutôt 6, 9, 12 mois parfois pour récupérer le capital. Est-ce que tu as du coup un matelas, un amortisseur au début? Exactement. Moi, j'ai 1 million d'euros de capital dans la société qui sert justement pour ces matelas, qui sert pour du marketing. On a créé aussi un club d'influence qui s'appelle l'Immobilier Managers Club. Là, on fait une première soirée le 16 octobre sur une péniche. D'ailleurs, Paco, je t'invite avec plaisir. Et donc, on va réunir des grandes signatures de l'immobilier. Parce qu'il y a aussi un point important. Dans l'immobilier, il y a effectivement des concurrents,
Mais il y a aussi des confrères qui sont intelligents entre eux et peuvent partager la valeur, partager les risques et monter des opérations ensemble. Et moi, je suis très friand de cette approche. En fait, il y a deux types de marchands de biens. Il y a celui qui reste dans son coin, qui a trouvé une belle opportunité, qui se dit « Ah mince, j'ai pas les fonds propres, allez, je vais trouver de l'argent, quitte à ce qu'il soit cher, et puis je vais garder 100% de la valeur, et puis je vais avoir une dette à payer. » Et d'autres qui disent « Bon, c'est un investissement trop gros pour moi. Bon, on partage 50-50 les fonds propres. Allez, peut-être que celui qui a trouvé l'actif, il prend 55% de la valeur et celui qui juste l'accompagne, il prend 45% pour qu'il y ait une petite distorsion de fonds propres qui justifie le sourcing du bien. Mais du coup, on va ensemble faire ce projet. Et ça, je trouve ça, moi, très sain. Je suis vraiment dans cette logique de partage. Deuxième exemple de partage, les brokers, les agents immobiliers, les mandataires, les négociateurs, qui nous appellent pour dire « Hervé, j'ai un coup pour toi, c'est un coup à 1 million, bon, ma com, c'est 50 000. » Je préfère lui dire « Ta com, mets-la en fonds propres dans l'opération. Et si nous, on double, tu doubles aussi. » L'intérêt, c'est que, justement, il y a un alignement d'intérêt avec le broker. Il va donc me rappeler plus régulièrement, parce que lui, il va gagner plus en valeur, et donc je vais avoir une priorisation dans son sujet. Et le dernier partage de valeur que je fais, je l'ai fait aussi dans le digital. En fait, quand le fonds d'investissement est rentré en 2019 au capital de ma société, il a pris 60% du capital, donc il devenait majoritaire, il m'a dit « Bon Hervé, tu as à peu près 40 collaborateurs dans tes équipes, est-ce que tu peux m'identifier les 10 managers clés ? Et on va les rendre actionnaires de la société avec des actions à distribution préférentielle. Donc, ces actions vaudront plus que les nôtres. Nous, le fonds et l'entrepreneur, on a des actions ordinaires. Et donc, on va en fait faire accélérer la valeur pour eux si les objectifs sont atteints. Je dis très bonne idée. Sauf que moi, j'avais à peu près 45 personnes, donc 40 cadres. Et je dis, mais moi, je voudrais que tous mes cadres, finalement, touchent. Alors, pas forcément la même hiérarchie, les DGA allaient toucher plus que les cadres commerciaux. Donc, j'ai posé 4-5 hiérarchies différentes. Donc, les gens devaient mettre leur argent. Donc, ils ont mis entre 1 000 et 15 000 euros. Et comme on a dépassé les objectifs, on a partagé la valeur, en fait, le fonds, entre 2019 et 2024, a fait un peu plus de x3 en multiples, ce qui a provoqué pour mes collaborateurs un multiple de x19. D'accord ? Donc, quand on a 28 ans, qu'on a mis 10 000 euros et que 5 ans après, on récupère 190 000 euros, on est content. C'est à peu près 6 millions d'euros qui a été partagé. Et moi, je suis très fier de ça. Et donc, j'ai refait ça dans mon activité immobilière. Donc, mon associé principal, qui est ingénieur structure et qui est sur les chantiers, quand j'ai décidé de mettre 1 million d'euros au capital parce qu'il fallait un peu de cash flow positif pour la trésorerie, pour les premiers intérêts bancaires, pour le marketing, lui m'a dit « Mais tu sais, toi Hervé, t'as fait un exit, mais moi, j'ai pas fait encore. Donc moi, déjà, mettre 50 000 euros, c'est une somme. » Et le problème, c'est que s'il met 50 000 euros et que je mets 950 000, complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être associés tous les deux, mais enfin, c'est plutôt mon employé qui prend 5% de la valeur et je prends 95%. Et donc, on a fixé des objectifs ambitieux mais réalistes. En 2031, donc sur une période de 6 ans, si on réussit ces objectifs, ils poussent à peu près à 25% du capital. Donc c'est déjà un peu moins déséquilibré. Donc ce qui veut dire que lui, son effet de levier sera colossal, parce qu'il aura mis 50 000 euros. Donc lui, son multiple sera beaucoup plus fort que le mien. Mais moi, comme j'aurais mis un ticket plus gros à l'arrivée, j'aurais eu un volume d'argent plus gros. Mais la prise de risque, elle est beaucoup plus de mon côté financier que du sien. Et j'ai identifié aussi une vingtaine d'actionnaires qui, eux, sont plutôt ponctuels, donc urbanistes, notaires, architectes, géomètres, entreprises générales, experts IA, directeurs de création, contrôleurs de gestion, commercialisateurs. Et donc, ils sont tous à une étape clé du processus immobilier. Et donc, ils vont pouvoir garantir, sécuriser l'approche. Et donc, eux, pareil, ils sont devenus actionnaires. Et si on réussit les objectifs en 2031, eux, ils prennent chacun 300 000 euros. Donc c'est significatif aussi. J'ai l'exemple d'une urbaniste. Elle était directrice de l'urbanisme d'une très belle ville de région parisienne. J'ai bossé avec elle parce que j'ai 2 immeubles dans sa ville. Elle était très moteur. Souvent, dans les services instruction, ils essayent de dire désolé, le PLU t'interdit, tu peux rien faire. Elle était quand même moteur. Un jour, elle me dit bon Hervé, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais quitter la ville. Ah bon, c'est dommage. Je quitte la ville parce que franchement, je suis très mal payé dans le monde de la fonction publique. Et là, j'ai eu une opportunité dans le privé, mais
Bon, je vais être rédactrice dans un éditeur de revue juridique. Bon, ça va pas m'enchanter, mais je serai mieux payé. Je fais, mais venez, on continue à bosser ensemble. Vous êtes mon urbaniste. Et en fait, c'est parfait, ça. C'est un peu comme les avocats fiscalistes qui étaient des anciens contrôleurs fiscaux. C'est les meilleurs pour aller négocier parce qu'ils ont les codes, l'approche. Et donc aujourd'hui, dès qu'on est sur un projet un peu significatif, je l'interroge sur l'analyse du PLU, sur le potentiel du terrain, le potentiel de divisibilité, les contraintes de stationnement, etc. Et derrière le PLU, il y a aussi beaucoup de choses. Si une ville ne veut pas un projet, elle va toujours trouver un prétexte pour, avec un article, on va dire, au faciès, pour décliner le projet. Et donc elle va justement les contacter, comprendre, et du coup c'est de l'or, parce que plutôt que d'aller sur un projet qui est finalement risqué, mais dont le risque que je n'avais pas déterminé, voilà, donc en fait ça va nous permettre d'avancer sans faire trop je dirais, d'erreurs. J'ai un exemple très précis. J'étais dans une très belle ville de région parisienne. J'ai un broker qui me propose un ensemble de 14 box de parking dans une copropriété sur lequel il a réussi à obtenir un permis de construire pour faire 10 studios premium. Bon, ça a l'air bien. Il me vend ça assez cher, hein. Il me vend 4 000 € le mètre carré, alors que c'est aujourd'hui des box, mais avec le permis purgé. Il me dit qu'il y en a pour 2 000 € de travaux, ça fait 6 000, et il me dit que ça se vend 10 000. Bon, tout ça se tient. Alors maintenant, je demande à mon urbaniste de creuser. Il me dit, Hervé, donc elle bosse 2-3 heures sur le sujet, elle avait toute la data room avec les recours des tiers, le permis purgé, enfin voilà, un peu toute l'histoire de ce projet. Il me dit, Hervé, tu vas avoir 3 énormes problèmes à gérer, en tout cas risques sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est les 3 points que l'on doit visualiser quand on est marchand de biens. On a 3 risques. Le premier risque, c'est le risque administratif. Le deuxième risque, c'est le risque de construction. Et le troisième risque, c'est le risque de commercialisation. Là, sur ton projet, tu as les 3. Ah bon, pourquoi ? Bravo. Alors premièrement, ton broker, il dit qu'il a obtenu un permis purgé pour des studios, c'est faux. Il a obtenu un permis purgé pour une résidence étudiante. Parce que j'étais surpris qu'une ville accepte de faire 10 studios collés un à un. Souvent, les villes, elles veulent du panachage, des T1, des T2, des T3. J'étais surpris non plus qu'il n'y ait pas d'obligation de stationnement, parce que souvent, il y a des stationnements selon la superficie des appartements. Donc quand même, ça m'a éveillé mes soupçons. Et effectivement, on parle de résidence étudiante avec des contraintes de gestionnaire d'étudiants, avec des espaces communs pour la résidence étudiante. Donc, tu vas pas vendre des studios à 10 000 €. Tu vas vendre un gestionnaire de résidence étudiante la capacité de louer à des étudiants. Donc, tu vendras pas 10 000 €. Risque de commercialisation. Ensuite, risque de construction. Pourquoi ? Parce que quand on lit attentivement le permis, moi j'ai été de l'autre côté de la barre, hein, c'est moi qui validais les permis quand j'étais en ville, ils ont déclaré un permis de construire, alors que très clairement, vu les parkings aujourd'hui, il aurait fallu faire un permis de démolition et construction. Mais c'est plus contraignant, la démolition-construction. Donc de 2 choses l'une, soit tu respectes et tu ne fais que de la construction, du coup tu peux pas détruire, mais un garage c'est 2 mètres de hauteur sous plafond. Donc tes studios à 2 mètres de hauteur sous plafond, ça va être étriqué. Donc tu vas être obligé de démolir. Si tu démolis, les voisins qui ont fait des recours des tiers, mais qui n'ont pas abouti, vont dire « Oula, on a peut-être un sujet là, il est en train de démolir alors qu'il n'avait pas le droit. » Hop, on fait un arrêté de chantier. Donc, risque de construction. Et enfin, un risque administratif, parce que en fait, la ville, elle ne voulait pas de ce projet. Mais il a été malin, le propriétaire, malhonnête. Quand on a un permis, on se précipite pour afficher le permis afin de déterminer les délais de recours des tiers, en l'occurrence 60 jours. Sauf que si on annonce, on affiche les panneaux dans les 80 jours qui suivent l'arrêté du permis, eh bien les administrés qui veulent faire de recours aux tiers n'ont pas le temps de faire un recours, parce qu'une ville, une fois qu'elle a accordé un permis, elle peut le retirer pendant les 3 premiers mois, et après elle ne peut plus, sauf s'il y a une fraude. Donc qu'est-ce qui se passe ? Très malin, il se dit, tiens, moi j'ai mon permis le 1er janvier, je ne vais pas l'afficher le 2 janvier, je vais l'afficher le 20 mars. Quand les tiers vont vouloir contester, ils vont aller voir la ville, et la ville va dire, désolé, moi ça fait 3 mois, je peux plus le retirer. Donc la ville, ça l'a agacé, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont quand même retiré. Donc lui est allé obtenir du tribunal administratif le fait que après 3 mois, c'est illégal, sauf à apporter une fraude. Quelle fraude ?
existe. Avoir mis du temps à poser un permis, c'est pas une fraude, ça peut être une négligence, etc. C'est pas une fraude caractérisée. Donc la ville a dû forcer par le tribunal administratif à réintégrer l'autorisation. Et donc, on sent qu'on a une ville qui a été un peu dupée. Ouais, donc, si moi j'arrive, transfert de permis, tiens, je vais pas vous donner le transfert, ou je vais pas vous donner la voirie, ou je vais vous empêcher de faire vos travaux. Voilà, donc mon urbaniste m'a dit, Hervé, à 4 000 €, ça vaut pas le coup. Risque de commercialisation, risque de construction, risque administratif. Donc, va voir ton acquéreur, va voir ton vendeur, explique-lui tout ça, puis dis-lui que toi, t'achètes à 1 500 €. À 1 500 €, tu prends ton risque. Si tout ça fonctionne et que tu arrives à vendre 8-9 000 et que tu t'es battu, voilà, tu as pris ton risque. C'est toujours le gain-risque. Ouais. Et donc, j'appelle... En fait, le broker était lui-même celui qui avait fait l'opération. Donc, c'était à la fois le vendeur et le négociateur immobilier. Et donc, je raconte tout ça. Il me dit, franchement... il n'avait pas vu. Non, il voulait pas me dire. Ah. Franchement, il me dit bravo. Vous avez dévoilé. Bravo, vous avez vu exactement toutes les problématiques de ce dossier. Merci, vous auriez pu me dire. Ouais, c'est quand même la en gros, et il me dit, non, mais moi, ça m'intéresse pas à 1 500 €, je vais essayer de trouver un autre gogo qui, lui, a pas ce conseil avisé. Et donc, voilà, cet urbaniste qui est potentiellement actionnaire de la société, c'est clé. Parce que moi, j'aurais pu m'embourber. Et puis, le principe de l'argent, c'est qu'il faut qu'il circule. Si on a des recours des tiers, des procès, des procédures, ça dure 3-4 ans, l'argent immobilisé, on ne le fait pas travailler par ailleurs. Et elle travaille, cette personne, aussi pour compte propre. Enfin, j'imagine que tu lui donnes pas suffisamment encore de volume pour qu'elle puisse vivre son activité. Elle travaille dans le privé, dans une rédaction juridique. Donc, en gros, elle fait ça entre midi et 2, le soir, le week-end. Et puis, ça lui donne l'effervescence de ce qu'elle vivait en ville. Parce qu'en vrai, par dépit, elle a pris un salaire plus haut dans le privé, mais elle aimait bien ce qu'elle faisait en ville. Par contre, 12 ans d'expérience, DESS, Bac plus 5, elle a été payée 15% de plus que le SMIC. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Pour le risque qu'elle prenait, pour les enjeux que ça représentait pour la ville. Et donc là, elle a son activité, on va dire, alimentaire. Et puis, son effervescence sur les sujets. Là, par exemple, il y a 2 jours, elle nous a donné un avis très favorable sur un très beau projet en Normandie. On est très contents. Elle a eu la ville est moteur, etc. Donc là, j'attends aujourd'hui la réponse, puisque j'ai fait une offre un peu plus élevée que l'offre qui était en cours, mais qui était déjà en échange de notaire. Donc en gros, ce qui est assez marrant, et moi ce que j'aime bien aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que en fait on va se prendre des claques et des bisous tous les jours. Hier j'ai un projet où la ville va me faire un refus, va falloir que je conteste. Le lendemain j'ai une offre qui est acceptée. Enfin voilà, donc toute cette effervescence là, elle est magique et c'est ce que je recherche. Peut-être que dans 10 ans, d'ailleurs on s'est fixé 6 ans avec mon associé. Bon, il a 15 ans de moins que moi. Donc moi, je lui dirais, bon allez, on a fait un bel exit, là maintenant je te laisse maintenant gérer, et puis moi je vais un peu kiffer, profiter, mais voilà, et peut-être que je m'ennuierais, et que je lui dirais au bout de 2 semaines, bon allez, j'arrive, c'est parti, maintenant on a encore plus de moyens, encore plus de capacités. Donc voilà, donc c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est très vibrant, l'immobilier c'est une vraie expertise, et l'investissement, faut pas faire tout et n'importe quoi. Et moi, je comprends que, je sais pas si tu connais cette stat, 50% des gagnants du loto ont perdu la totalité du gain en 5 ans. 50%, 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette éducation financière. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont se faire avoir. Parce que aussi, il y a beaucoup de gens qui proposent des choses quand tu as de l'argent. Et du coup, tu es le proie à beaucoup de prises de décision hâtives, rapides, mal formulées, mal calibrées. Mais non, c'est intéressant que tu aies pris cette voie-là. Et ce qui est intéressant aussi, et ça le démontre en tout ce que tu expliques aujourd'hui, c'est que tu continues à faire de l'entrepreneuriat avec un actif qui est l'immobilier, que tu aimes et que j'aime et que je trouve vraiment très, très puissant aussi. Mais ça reste de l'entrepreneuriat aussi quelque chose que parfois les gens ignorent en disant je vais avoir à chercher du rendement, ça va aller tout seul. Non, en gros, tous les jours, tu fais des trucs. Et ce que tu pointes du doigt, c'est intéressant. C'est vraiment, et je le vis aussi, c'est en fait, tu dois pas seulement regarder le profit, le risque, mais le temps, l'allocation du capital, parce qu'il y a des projets parfois qui sont rentables, mais qui sont rentables avec un délai tellement important que tu ralloues pas du capital, ça te prend de l'état d'esprit mental. Et ça doit être pris en compte aussi, pas juste sur le chiffre, sur le papier. Bon, c'est tel type de projet. C'est pour ça que le rendement ou la marge n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est le TRI. Parce que si on a un rendement à 30%, mais qu'on a mis 8 ans à exécuter les 30%, le rendement est dégueulasse. Si on avait laissé l'argent en fonds en euros, on aurait gagné autant.
sans le risque, sans la charge mentale. Donc c'est pour ça que... Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'avec mon associé, on est très complémentaires. Lui, vraiment, il est dans les chantiers. Il adore être avec les équipes d'entreprise générale, sécuriser, optimiser le chantier lui-même. Et moi, j'ai toutes les autres facettes, c'est-à-dire le sourcing, le financement, la commercialisation, donc un peu le marketing. Donc moi, je suis face à un banquier et lui, il est sur un chantier, quoi. Et c'est cette complémentarité qui est intéressante. C'est quoi justement le mode opératoire, le type de projet que tu fais et le type Alors, de mode opératoire? On a des thèses d'investissement. Globalement, on est sur des projets qui sont entre 5 et 10 millions d'euros. D'accord ? On peut aller en dessous de 5, on peut aller au-delà de 10, mais notre cœur, c'est celui-là. 5 à 10 millions, c'est intéressant parce que les particuliers n'y sont plus, à part des riches fortunés. Et au-delà de 10 millions, il y a quand même des gros fonds d'investissement qui sont présents aussi. Donc entre 5 et 10 millions, on est dans un truc qui est... il y a de la concurrence, mais c'est des thèses d'investissement qui ne sont pas choisies par tout le monde. Deuxièmement, ça c'est mon écueil sur les villes pas chères, je veux que des villes où le prix au mètre carré après rénovation, division, etc., est supérieur à 5 000 € du mètre carré. Donc ça veut dire des belles villes de province, dans des beaux emplacements. Et ça veut dire du littoral aussi. Là, on est sur un gros projet en Normandie, vue mer. Et puis, bien sûr, du Paris, région parisienne. Et donc, des villes à 5 000 € et des projets entre 5 et 10 millions d'euros. Et après, moi, ce que je vise, c'est un multiple de 1,5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que j'achète, ce que je paye en travaux, ce que je paye en foncier, en assurance, en géomètre, en architecte, en taxe sur les travaux, enfin, tout ce qui n'existe pas, tout ce qu'on ne voit pas tout de suite, ça doit représenter 1, y compris les intérêts bancaires, d'ailleurs, les intérêts du fund. Et ensuite, j'arrive à 1,5. Donc, ce qui fait une marge de 30%. Et une marge de 30%, en général, les banquiers, par exemple, eux, ils considèrent qu'à 20%, tu as fait ton job. À 20%, tu es crédible. Donc nous, on vise 30. Certains projets monteront à 33-34, d'autres descendront à 25-26. Mais si on tient une moyenne de 30, on va plus vite que la crédibilité attendue par une banque. Et puis, on va chercher plus loin de l'argent. Les types, c'est type de problématique que tu résous, division, rénovation. Alors nous, il faut tout le temps qu'il y ait de la rénovation. Pourquoi ? Parce que mon associé maîtrise bien une entreprise générale de bâtiments qui a à peu près une trentaine d'ouvriers qui sont capables de rénover 15 000 m² à l'année. Donc l'idée, c'est à multiplier les projets, c'est de les rendre exclusifs sur nos projets. Pour l'instant, ils se partagent avec d'autres chantiers. Et donc, bien évidemment, sur des villes supérieures à 5 000 €, quand on achète à 2 000, parce qu'il faut tout refaire, qu'on fabrique pour 1 500, ça fait 3 500, on a de la marge. 3 500 pour 5 000, on a le multiple de 1,5. Sur une ville à 1 000, même si on achète 400, les travaux, ils nous coûtent 1 500. Donc, ça ne marche pas. Et donc, premièrement, rénovation. Deuxièmement, création de valeur. Par exemple, là, on a acheté un immeuble à Rueil, on aménage les combles, et donc, on a quasiment... on gagne quasiment 20% de surface supplémentaire. Je parle en surface carrée. On aménage des sous-sols, on peut faire des souplex avec des prises de lumière. Bien sûr, ça n'a pas le même prix du mètre carré, le souplex ou le 3e étage. On a des possibilités de surélévation, on a des possibilités d'extension. Donc, en fait, je vise des sujets où le particulier abandonne. Là, l'exemple d'un projet que j'ai en Normandie, je croise les doigts pour qu'on le gagne, peut-être que j'ai déjà l'info dans mon portable, ils ont fait n'importe quoi, les propriétaires. Donc déjà, c'est une famille qui se déchire, plusieurs générations, ils ont mis 10 ans à le vendre. 10 ans à le vendre, donc c'est resté en friche pendant 10 ans. Et il y a une très belle agence prestigieuse, locale, qui dit « Attendez, votre truc est splendide, c'est un manoir, vue mer, etc. Ça vaut 16 millions. On va se mettre à 16 millions. » Pas d'écœur. On va se mettre à 14, à 12, à 10, à 8. À 8, ils ont une offre à 6. Ils la refusent. Vexés. Parce que, comme on leur avait dit, 16 millions. Et là, moi, je suis en train de faire une offre bien en dessous des 6. En plus, il y a eu 10 agences. Là, encore maintenant, il y a 2 agences. Donc, le bien, il est partout. Il a été vu partout. Il y a eu des vidéos partout. Comme c'est un bien prestigieux, des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube, etc. Donc, finalement, on le voit partout à des prix différents. Donc ça effraie tout le monde. Et c'est vrai que c'est un manoir de 2000 m², 1500, plus des extensions. Le particulier, et puis alors tout à refaire. Magnifique, mais tout à refaire. Le particulier, il prend peur. Enfin, quand on a 10 millions à mettre pour se faire plaisir,
ou 5 millions à mettre, on se dit, oh là là, j'ai 2 ans de chantier, des ouvriers, je sais pas les piloter, etc. Allez, tant pis, j'achète un truc déjà rénové ou plus simple à faire. Et tout. Donc voilà, donc nous, on va là où justement les gens sont rebutés. Parce que moi, mon associé, quand on fait une visite, il va tout de suite voir voilà, si l'immeuble est sain, la toiture, la charpente, le gaz, l'électricité, la division, les parkings. Et donc, il a cet œil-là, que j'ai pas du tout. Moi, j'ai l'œil plutôt rendement, calcul, rentabilité. Et donc, voilà. Donc, nous, on va plutôt sur du résidentiel. Et tu fais des ensembles là-dessus, par exemple, par rapport à la prestige de la bâtisse. Est-ce que c'est un truc genre Antefisc, Malraux? Est-ce que tu vends juste Non. rénover, en fait, on va diviser en 22 appartements. Ouais. C'était déjà prédécoupé. Ils avaient tenté de le faire, mais bon, ils l'avaient pas fait complètement. En tout cas, il y a déjà une copropriété. Et donc du coup, en fait, trouver l'acquéreur unique qui va l'acheter pour 10 millions, 8 millions, 6 millions, ils ont galéré. Par contre, avoir une vingtaine d'appartements vue mer, Normandie, très belle ville, ça c'est, je dis pas que c'est liquide, mais globalement les Parisiens ça les intéresse, les Américains ça les intéresse, les Anglais ça les intéresse, donc il y a quand même de la capacité. T'as réalisé combien de d'OP du coup terminé aujourd'hui? Alors, comme je faisais beaucoup de patrimonial avant, je pense que des opérations, je pense que des acquisitions, tu vois, je dois avoir peut-être une trentaine d'actifs, et des opérations qui sont en cours, je dois en avoir 7 ou 8, et des débouclés, j'en ai 2 ou 3. Donc, c'est long de toute façon. Ouais, c'est long. C'est un temps long, c'est incertain. Faut pas croire tout ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'en gros, il faut toujours minorer de 20% quand un agent immobilier dit « Ah, mais attendez, une fois qu'il est rénové, moi, je vous le vendrai à 9 000 euros. » Bon, ok, 7 000. Et donc, non, mais attends, les travaux, ça va coûter 1 000. Bon, ok, 1 500. Ouais, donc, tu veux de la marge partout. Voilà, faut, en gros, c'est des aléas à gauche, à droite. Ah oui, la ville, finalement, empêche. Là, par exemple, on a vu qu'il y avait une servitude départementale qui empêchait certaines annexes de passer en logement. Voilà, donc ça, c'est l'urbaniste qui me le dit. Et c'est pas écrit. À un moment donné, on reçoit les docs de l'immeuble, 1300 pages. Moi, je vais pas lire 1300 pages. Alors, ChatGPT me fait une petite analyse. Mais bon, il loupe plein de trucs. Voilà, c'est pas mal quand même déjà. Parce que 1300 pages, d'avoir comme ça les 2-3 points de vigilance, etc., c'est quand même pratique. Mais voilà, donc c'est pas mon métier. Mon métier, finalement, c'est de coordonner des équipes. Par exemple, quand on a visité cet actif, on était 8. J'avais la commercialisatrice, le contrôleur de gestion, l'entreprise générale du bâtiment, mon associé, l'urbaniste, elle ne pouvait pas, mais elle était au téléphone avec nous. Donc voilà, donc on arrive un peu en mode armée mexicaine, mais parce que chacun va avoir son bout de sujet pour sécuriser au maximum le projet. Comment tu justement gères au quotidien ces équipes? Parce que, comme tu me disais, toi, tu as vraiment le rôle de coordinateur, de visage aussi de l'opération auprès des partenaires, les banques et autres. Est-ce que tu as des rituels ou on va dire des méthodes d'organisation justement où on réunit les équipes un peu comme dans une boîte finalement? Alors moi, j'ai quasiment pas de gens qui travaillent à plein temps pour moi. J'en ai 2 ou 3. Et en général, c'est des auto-entrepreneurs, des freelances. Donc vraiment, c'est une structure flexible. C'est vrai que lorsque j'ai quitté les Big Boss en 2024, il y avait 100 personnes. C'était un groupe, j'avais racheté 2 sociétés, donc 100 personnes. Et à la fin, il n'y a plus que de la gestion RH. Et quand on fait de l'immobilier, on n'a pas le temps de gérer des RH toute la journée. Donc moi, je préfère avoir des gens motivés, associés, qui se lèvent le matin, qui se disent « Ah ouais, 300 000 euros, c'est significatif, donc je vais me battre. » Et donc voilà, d'avoir des gens qui sont mobilisés lorsque j'ai besoin, mais qui ne sont pas à plein temps sur mes sujets. Le directeur de création, je ne vais pas le mobiliser tous les jours. Là, il fallait qu'on ait un concept pour un resort dans le littoral. Il a pondu le concept. On fait une soirée, il y avait un beau flyer, il a fait le flyer. Donc voilà, donc c'est des gens que je sollicite ponctuellement. C'est des gens que je connais depuis un certain nombre d'années. Les architectes, par exemple, j'avais déjà mené des projets avec eux. Le directeur de création, je le connais depuis 17-18 ans. Donc en fait, il y a beaucoup de... Moi, je suis très instinctif et il faut choisir des gens qu'on apprécie humainement, qu'on apprécie bien sûr professionnellement, dont on reconnaît les compétences. Et c'est marrant, j'ai une associée qui me parle toujours des CDistes. Les CDistes, c'est ceux qui vraiment ont l'habitude de l'emploi salarié, etc., et qui ne seront jamais entrepreneurs. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout la même philosophie. Le CDiste, on a l'impression que, c'est un peu péjoratif quand on l'entend comme ça, mais voilà, à 18h, il coupe son téléphone, il coupe son ordinateur et il a une 12e vie qui l'attend. L'entrepreneur, jamais.
Moi, quand je prends ma douche, quand je suis dans ma voiture, en permanence, je suis sur mes sujets. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai eu des sujets au Big Boss, notamment. J'avais acquis un ensemble immobilier qui était à la fois un lieu événementiel, mes bureaux et mon appartement privé. Pas évident, parce que finalement, on vit là où on travaille là où on vit. Donc, il faut quand même ce moment de respiration. Et donc, en tout cas, voilà. Donc, c'est plutôt des équipes flexibles. On parle quand même de dizaines de millions d'euros chaque année d'investissement. Et pour autant, on n'a pas 10 salariés, 15 équipes. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'IA pour plein de choses. L'IA pour sublimer les produits en vue de les vendre en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement. On a de l'IA pour, en amont, optimiser le sourcing. Et puis, moi, je travaille beaucoup le networking parce que, en vrai, les meilleures opportunités, c'est pas celles qu'on trouve sur Se Loger, sur Le Bon Coin, ou sur tous les outils d'agrégateurs, Jinka, Casafari, etc. Finalement, c'est le broker qui nous appelle, qui dit « Hervé, on a mené une belle opération il y a 1 an, tu avais fait une offre sans condition de financement, c'était allé au bout, c'était fluide, là j'ai un coup pour toi. » Et que pour toi. Et je t'appelle toi, et si tu le prends pas, j'irai le commercialiser, mais d'abord c'est à toi. C'est ça qu'il faut qu'on crée, parce que c'est ça qui apporte de la valeur, et c'est là où on a les meilleures opportunités. Combien d'OP? Tu disais 10 millions déployés par an sur des Nous, OP. on aimerait bien jouer sur 50 millions par an, quoi, globalement. Et ça fait combien d'OP, en fait, du coup? 5 à 10 millions l'OP, donc en gros, c'est entre 5 et 10 opérations. Ouais, ça fait beaucoup, en fait, on va pas multiplier le nombre d'opérations chaque année, par contre, on va multiplier leur taille, et on va se rapprocher des villes les plus chères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des sujets où on va acheter tout compris pour 4-5 000 euros, et puis on va vendre tout compris pour 6 à 8 000 euros. D'accord? Donc, demain, on aura plus de moyens, puisqu'en fait, on a décidé, avec mes associés, de réinvestir tout en permanence. Ça fait partie aussi, du coup, de ce même contrat protocole 6 ans, 300 000 euros, si tout va bien. Exactement. Donc, on réinvestit tout. C'est-à-dire que moi, j'ai du cash de mon ancienne activité. Mon associé, il a gardé aussi une activité connexe qui le rémunère au quotidien. Et donc, on réinvestit tout. Donc, si j'ai 50 millions, que je fais 25% de marge, les 12,5 millions que j'ai créés, je les réinvestis. Bon, il y a une case impôt au passage, il y a un peu d'IS au passage, mais globalement, donc ça veut dire que ça ne fait que grandir. Ça ne fait que, donc les 50 deviennent 60, les 60 deviennent 80, les 80 deviennent 100. Voilà, donc après, faut quand même tenir la pression, ne pas se précipiter. En fait, je pense que là, par exemple, on a 2 actifs titrés, on a dû en visiter 55. On a dû faire 25 offres. On a dû étudier avec notaire 6 ou 7 promesses de vente potentielles. Donc voilà, donc en gros, il y a des déchets à chaque étage. Il faut être sévère. Moi, je suis vraiment très sévère. Parce que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne prends pas. Je ne suis pas attiré par une ville, un quartier, une rue, et donc je suis prêt à me précipiter quand il y a un actif, même s'il a des problèmes. Je peux aller France entière sur les villes chères, et donc je peux m'attarder à des sujets qui sont anormaux. Je ne peux pas être sur la normalité. Il faut que... D'ailleurs, moi, je regarde beaucoup la psychologie et où en est le propriétaire quand il vend. Est-ce qu'il a le temps? Il a le temps de vendre? Bon, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il est dans l'urgence? Parce qu'il déménage, parce que c'est une succession, parce que c'est une difficulté, une faillite ou autre. Et c'est là où on fait finalement les affaires les plus prolifiques. Le gros, c'est vraiment dans le sourcing, la capacité à coût à maîtriser, de faire des travaux de rénovation. Est-ce que tu utilises, je n'ai pas l'impression, mais d'autres types de leviers un peu plus techniques qui permettraient peut-être justement de créer de la valeur, tu vois, sur la pré-commercialisation ou de la découpe avant pour le compte, de la part du vendeur, par exemple, pour commencer à séparer et de faciliter en fait les choses. Tu vois, il y a des choses qui peuvent peut-être mettre un peu plus entrepreneurial, un peu plus risqué, ça marche pas à chaque coup. Et moi, mon point de vue, c'est quand même qu'il faut se méfier. La valeur, elle est pas vraiment là. C'est plus, on va dire, un rehaussement de valeur qui peut accélérer les choses et améliorer ta marge, mais ça doit pas être, à mon sens, basé que là-dessus, parce que sinon tu te casses un peu les dents. Tout à fait. En fait, si on peut gagner quelques pourcents à gauche à droite, on les prend. Par exemple, le crédit vendeur, ça peut être utile. Par exemple, alors moi, ce que je fais aussi, c'est que je travaille beaucoup. Alors, je fais jamais de conditions de financement. Pourtant, je finance, mais je fais pas porter le risque du financement vers le vendeur pour que lui soit rassuré et accepte mon offre. En revanche, je fais des conditions de permis purgé,
ou au moins de certificats d'urbanisme opérationnel validés. Par exemple, j'ai acheté un terrain dans une belle ville de région parisienne. C'était pour... donc, il y avait un permis purgé pour une maison. D'accord ? Je bosse l'urbanisme du sujet, je me rends compte qu'on peut faire 2 maisons. Et donc, je dis, moi, ok, je veux bien acheter ce terrain, mais uniquement si j'ai au moins un certificat d'urbanisme opérationnel qui confirme que la 2e maison est possible. Parce que le PLU le dit, mais entre le PLU qui le dit et la ville qui l'autorise, il y a encore de la marge. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a obtenu le CUO positif. Du coup, j'ai acheté. Et du coup, on a commencé à débroussailler le terrain, parce que quoi qu'il arrive, il y a une maison à faire. Au pire, on a préparé la première maison. Et là, on attend dans quelques jours ou quelques semaines l'acceptation du permis pour les 2 maisons. Et au final, pour le même terrain, parce que moi, quand j'achète un terrain, c'est pas la superficie du terrain qui m'intéresse, c'est le prix des mètres carrés que je vais pouvoir fabriquer dans ce terrain. Donc le terrain me coûte la même chose pour 2 fois plus de surface. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Tu nous parles un petit peu de l'Immobilier Managers Club ? Ouais. Alors, moi pourquoi j'ai créé ce nom ? Parce qu'il y a à peu près 18 ans, j'ai créé l'Internet Managers Club. Et donc, je fédérais les professionnels, les décideurs, les acteurs de l'Internet. Comme maintenant, je suis plutôt dans l'immobilier, j'ai décidé de garder un peu l'acronyme IMC. Ça veut dire aussi indice de masse corporelle. Et d'ailleurs, j'ai gardé le directeur de création qui avait fait le logo de l'IMC, qui est devenu le directeur artistique. Il est devenu associé de cette aventure et donc il est le directeur de création de l'IMC. Et donc, l'Immobilier Managers Club, c'est globalement aujourd'hui une centaine de grandes signatures de l'immobilier qui sont tous des professionnels aguerris, emblématiques, donc marchands de biens, promoteurs, développeurs fonciers, notaires, architectes, négociateurs, patrons de réseau, PropTech aussi. Et tous ont des intérêts à être là. Tous peuvent faire du business entre eux et tous peuvent potentiellement, peut-être même qu'une fois par an, si les 100 personnes une fois par an me présentent un projet, moi ça me fait 100 projets dans l'année, je suis très content. Donc en fait, moi j'ai cette culture du networking de manière très puissante et donc je sais très bien que le principe c'est donner pour recevoir. Donc je paye le cocktail, c'est une invitation gratuite. J'ai des sponsors qui financent avec moi. Les sponsors, c'est quoi ? C'est les prestataires de l'immobilier et non pas les professionnels. Par exemple, l'avocat spécialisé en immobilier, on a le cabinet Gramont et Associés, est sponsor, donc sera le seul avocat. Donc, pas de risque qui est dans la péniche. On fait sur une péniche le 16 octobre un autre avocat. Donc, elle peut inviter sereinement ses clients. Bien sûr, elle peut capter des prospects parmi l'assistance. J'ai un géomètre qui est donc partenaire aussi. Et donc, pareil, lui aussi, il sera le seul géomètre. Il pourra inviter ses clients et trouver des prospects. Et là, on est en train de discuter avec une activité d'expert comptable spécialisé dans les marchands de biens, en train de discuter avec un assureur qui fait que de l'assurance immobilière. Donc, tous ces gens-là qui sont des sujets contraints. On peut parler aussi des diagnostiqueurs, de la performance énergétique. Donc, en fait, un marchand de biens, quoi qu'il arrive, il aura ses budgets. Donc, autant qu'il les confie à une société qu'il ait l'habitude de voir dans des soirées mondaines, sympathiques. Voilà, donc le principe, c'est que les professionnels de l'immobilier sont invités, font du business entre eux et peuvent m'assurer un deal flow. Et les prestataires de l'immobilier sont exclusifs, sponsorisent et donc sécurisent une opération de relations publiques et de lead gen intéressante pour eux. Qu'est-ce que tu as constaté dans ton expérience avec l'Internet Management Club qui pourrait être intéressant de s'appliquer justement à cette nouvelle aventure dans l'immobilier ? Qu'est-ce que tu espères qui se crée comme... Alors déjà, il faut beaucoup filtrer. J'ai mon associée Sandra qui me dit « Hervé, pour la première, il faut qu'il y ait un maximum de gens ». C'est vrai, mais il ne faut pas inviter n'importe qui. Il ne faut pas remplir. Remplir pour remplir. Moi, j'ai fait un club là, un club assez connu, mais très très mass market. Je ne dirais pas le nom parce que je n'ai pas trouvé que c'était intéressant. Bon, ok, il y avait des gens de l'immobilier, mais il y avait tout et n'importe quoi dans l'immobilier. Donc lui, il le fait sur 25 villes en France en même temps avec des petits sponsors à gauche à droite. Bon, c'est pas mon sujet. Moi, je veux vraiment être dans l'élitisme, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire les gens qui font des studios à Clermont-Ferrand toute la journée, ils vont jamais m'appeler pour un deal flow pertinent par rapport à ma thèse d'investissement. Donc, je veux des gens qui sont plutôt de l'entre-soi, plutôt haut niveau, plutôt classe et qui passent une bonne soirée. Ce qui est fou, et ça, moi, je fais ça depuis très longtemps, plus tu passes une bonne soirée, plus tu mémorises
ce qui s'est passé, et plus tu auras envie. Par exemple, j'ai fait une soirée il y a 2 jours, une soirée d'investisseurs, et chacun avait une étiquette avec son prénom et son nom collé sur sa chemise, etc. Donc, moi, il y avait écrit Hervé Bloch, et puis je vois quelqu'un, il a écrit Guy Hockey. Je me dis, toi, tu t'es trompé, t'as mis le nom de ta société. Non, en fait, je suis Guy Hockey. C'est moi. Et donc, il me raconte qu'il a vendu il y a 15 ans, il a revendu à Nexity, ensuite, Nexity a revendu au groupe Arch. Voilà, il me raconte un peu que lui, il va se remettre, qu'il est en train de relancer quelque chose. 15 ans après, il a plus de clause de non-concurrence autre. Voilà, donc c'était vachement intéressant. Il est très sympa, il est assez âgé. Hein, il dit qu'il lui l'a revendu, il avait 600 agences. Voilà, donc bon, c'était sympa. Donc je vais l'inviter dans le club, il est ravi. On a aussi une invitée d'honneur, tu dois la connaître, elle s'appelle Julie Douarin. Elle est reconnue comme la première influenceuse mondiale en immobilier. Elle a pratiquement 1 million d'abonnés sur Instagram. Alors, 1 million d'abonnés sur Instagram, quand tu es une très, très jolie fille et que tu montes ta poitrine toute la journée, tu peux y arriver. Mais en immobilier... C'est pas ce qui est plus sexy. En immobilier, c'est pas évident d'avoir... Et d'ailleurs, du coup, elle a un rôle de marraine de plein de projets dans l'immobilier. Il y a Marc Ezrati aussi, le journaliste, producteur, présentateur des émissions Club Immo sur Radio J, etc. Et puis, j'ai d'autres têtes d'affiche que je vais pouvoir convier pour les prochaines soirées, parce que ça va être une soirée tous les mois. Donc, on parlait de Guy Hockey. J'ai aussi Jean-Philippe Kobriner, qui est le fondateur du groupe Sologer. Donc, lui qui a vécu le Sologer Minitel. Après, ça a été revendu, etc. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir des faiseurs, des personnalités. Je vais essayer d'inviter Jonathan Golov, qui, comme moi, vient du monde de la tech et maintenant fait de l'immobilier. Donc, voilà. Donc, en gros, des têtes d'affiche qui vont agrémenter la soirée. Bon, c'est une prise de parole de 15-20 minutes. L'enjeu de cette soirée, et c'est ce que je peux reproduire par rapport à l'Internet Managers Club, c'est que si c'est un truc où pendant 3 heures tout le monde parle, ça ennuie tout le monde. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est parler entre eux. Ce que je faisais aussi à l'Internet Managers Club et que je vais reproduire à l'Immobilier Managers Club, c'est que si c'est assis, entre chaque plat, on change de place pour multiplier les contacts. Alors, si on est dans une super table, ça se passe super bien, bon, bah voilà, on change pas, mais ça permet, sans être impoli pour quelqu'un qui est dans une mauvaise place, finalement, parce que les sujets de ceux qui sont autour de sa table ne correspondent pas à ses centres d'intérêt, il peut prendre son verre et puis aller se glisser dans une autre table. Donc voilà, donc en gros, moi, j'adore faire du network. J'ai un principe théologique sur le sujet, c'est donner pour recevoir. Pourquoi je dis théologique ? Parce que, en fait, il y a plusieurs strates. La première strate, c'est recevoir pour recevoir. Un bébé, quand il naît, il n'est que dans le recevoir pour recevoir. Il pleure. On ne sait pas comment réagir. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a soif ? Est-ce qu'il a mal dormi ? Et donc, on traite, mais il ne donne pas de réaction. Puis le bébé, à quelques mois, il comprend que, tiens, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. J'avais soif, il m'a donné du lait, j'avais faim, et donc il va faire un sourire. Recevoir pour donner. Il y a beaucoup de gens dans les univers professionnels ou même à titre personnel qui restent dans le recevoir pour donner. Moi, j'estime que dans le business, dans le network, il faut être plutôt dans le donner pour recevoir. Donc moi, j'ai beaucoup donné d'énergie, beaucoup donné de mon réseau, et donc animer des communautés, c'est pouvoir donner à ces gens-là pour qu'ensuite on puisse recevoir. Et le Graal, c'est donner pour donner, mais dans la vie privée, pourquoi pas ? Dans la vie familiale, etc. Mais dans le business, donner pour donner, c'est trop dangereux parce que, on va donner à des gens qui ne méritent pas, on ne va jamais recevoir. Voilà, donc donner pour recevoir, c'est vraiment la clé pour moi la plus pertinente, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire au sein de l'Immobilier Managers Club. Essentiellement parisien, ou tu vas aller le soir ? Alors, non, on va plutôt rester à Paris, parce que ça, je le fais depuis des années. Il ne faut pas oublier qu'en France, 90% du pouls économique est en Île-de-France. Dès qu'on va dans une ville de province, y compris les belles villes, Marseille, Lyon, Nice, etc., ça fond en nombre d'acteurs crédibles. Si je prends le CAC 40, je pense qu'il y a 37 sociétés du CAC 40 qui est en Île-de-France, voire dans 4 arrondissements parisiens, et puis peut-être Pernod Ricard à Marseille, et puis un autre à Toulon. Enfin voilà. Donc en gros, autant en Allemagne, par exemple, chaque Länder a sa puissance économique et c'est réparti. En France, vraiment, le pouls est francilien, voire parisien. Et même, par exemple, je vais te raconter une anecdote, je devais faire une soirée en septembre et j'avais booké une péniche, mais la péniche elle était à l'est de Paris. J'ai dit non, l'est de Paris, ça va emmerder les participants qui sont plutôt à l'ouest, donc on a décalé pour être sûr que la péniche soit à l'ouest. Donc c'est même pas France, c'est est-ce que c'est Paris-Est ou Paris-Ouest, quoi. Accentué, quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Merci en tout cas, merci Hervé. Où est-ce qu'on peut te joindre ? C'est quoi la première plateforme ? Sur LinkedIn.
sur LinkedIn. C'est vraiment là Moi, je suis très vas. présent sur LinkedIn. J'ai plus de 30 000 personnes sur LinkedIn, c'est un max, donc je suis obligé de supprimer régulièrement une dizaine, une centaine de gens pour ajouter. Mais je le fais là, je l'ai fait récemment. Et donc LinkedIn, c'est quand même le réseau social professionnel par excellence. Et puis bien sûr, le Found a son site internet, Immobilier Managers Club a son site internet. Donc voilà, on peut me trouver facilement. Mais LinkedIn, c'est Hervé Bloch, BLOCH, c'est le plus facile pour me contacter. Bon, on mettra tout ça dans les liens de l'épisode. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je te recommande l'épisode 238 avec Arnaud Duvivier, où on parlait du réseau, une véritable masterclass sur la puissance du réseau en immobilier. Je te le conseille chaudement. Bonne découverte et bonne écoute.